Alors nos orateurs de la matinée vont prendre place. Dans une table ronde, qu'est-ce qu'on fait? On lance une ou deux balles, et puis la balle rebondit parmi les orateurs ou la balle rebondit dans le public. Donc évidemment, vous êtes invités à poser des questions qu'éventuellement vous n'auriez pas pu poser pendant entre les interventions. Alors, lancer deux balles. Gilles Boeuf nous a dit ce matin, il nous faut impérativement développer une culture de l'impact. Une culture de l'impact, je retire des différentes conférences de ce matin deux éléments, deux représentations que nous avons dans notre rapport à nous-mêmes et à l'environnement. Une qui concerne plus la première moitié de la matinée, l'autre qui concerne plus la deuxième moitié de la matinée. L'homme peut-il s'adapter à lui-même? J'aime beaucoup ce titre, parce qu'effectivement, c'est le début d'un appel au changement de nos représentations sur notre relation au monde réel et notre relation au monde humain. L'homme s'adapte au monde qu'il considère comme extérieur à lui-même, mais là, le colloque nous invite à réfléchir sur l'homme peut-il s'adapter à lui-même, et à lui-même au sein de ce monde extérieur que nous voyons toujours comme extérieur. Et un des enjeux, des défis de demain, c'est de changer notre rapport à ce monde extérieur en nous insérant dedans. On ne sauvera pas ce qu'on appelle par exemple la biodiversité en la mettant sous cloche et en la démunissant de tout homme. Il faut penser l'adaptation de l'homme dans sa biodiversité et la culture de l'impact sur cette biodiversité en incluant évidemment la culture de l'impact sur les conséquences pour l'homme, et pas seulement nous les Occidentaux, mais aussi l'homme dans sa généralité, des humains qui sont sur d'autres continents et d'autres cultures. C'est fondamental. Yves Coppens, d'ailleurs, dans sa conclusion, y a fait une allusion en parlant de ces écologistes bizarres qui développaient une culture de la haine de l'humain. Mais cette culture de la haine de l'humain, elle est ancrée chez nous parce que dans les sociétés mues par les trois grands monothéismes, l'homme est conçu comme extérieur à la nature et contraposé à la nature. Et cette haine de l'homme que l'on voit émerger aujourd'hui, elle vient directement de là. Nous ne nous considérons pas comme faisant partie de la nature, et pourtant il est, on l'a vu ce matin, il est absolument important de s'insérer dedans. Alors, le premier enjeu, donc, c'est de travailler, je pense, et ça c'est une balle que je vous lance, rattrapez-la, travailler avec, par exemple, les inspecteurs pédagogiques régionaux de philosophie pour qu'on déploie dans les programmes de philosophie dans le système scolaire, un travail de réflexion sur celle des philosophies qui ancrent l'humain dans la nature, avec, je vous invite à y renoncer, en renonçant à des oppositions telles que, par exemple, nature-culture. Je crois qu'Evelyne nous a bien démontré l'intrication dans la réalité du mouvement évolutif des humains, la réalité de cette intrication entre ce que nous appelions précédemment de la culture d'un côté et ce que nous appelions précédemment la biologie ou la nature de l'autre. Renoncer à ces divisions et insérer l'homme à la fois dans sa culturalité et sa naturalité dans un monde naturel qui incorpore l'homme. La deuxième partie de la matinée nous invite évidemment à travailler en transdisciplinarité. D'ailleurs, interdisciplinarité, c'était du souhait de Gilles. Ce que j'ai bien aimé de ce que j'ai entendu ce matin, c'est que finalement, on voit bien qu'on ne peut pas diviser, avec Evelyne Ayer, par exemple, comme je viens de le dire, la culture de la nature. Quand on pense à l'évolution ou aux marges de possibilités ou au développement d'une culture de l'impact. Et d'autre part, on ne peut pas diviser non plus ce qui relève du biologique de ce qui relève du psychologique. On vient de le voir avec Boris Cyrulnik. Et donc, quelque part, s'il y a un obstacle à lever aussi avec nos enseignants de SVT et nos enseignants de philosophie, c'est de rompre avec la métaphore du programme. Et ça, on l'a vu ce matin. Si, avec Lionel Nakache, par exemple, on s'émerveille de la plasticité du cerveau, c'est que quelque part, on a en fond d'écran une culture de la programmation du cerveau. S'il n'y avait pas de programme, on ne s'émerveillerait pas autant de la plasticité, puisque la plasticité, finalement, c'est ce qui est premier à la capacité d'adaptation. Et j'en viens là maintenant, pour terminer avec mes lancers de balles, je vous invite à réfléchir
sur un monde qui ne serait pas un monde aristotélicien, mais un monde qui serait darwinien. Je vais vous dire dans quel sens je vous dis ça. C'est que depuis Aristote, il nous est donné à penser que ce qui est à expliquer dans le monde réel, c'est ce qui est régulier et constant. Ce qui est donné à voir, c'est ce qui est régulier et constant. Ce qu'il faut expliquer, c'est le changement. Mais il y a eu un basculement considérable avec Charles Darwin, basculement que tout le monde n'a pas compris d'ailleurs. Ernst Mayr n'a pas compris le basculement darwinien. La biologie de l'évolution d'Ernst Mayr n'est pas une biologie darwinienne au sens premier. Je ne vais pas faire une conférence là-dessus, je passe. Mais depuis Darwin, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est une conception du monde où ce qui est donné à prendre, c'est d'abord la réalité permanente du changement. Et ce qui est à expliquer, c'est comment on obtient des régularités en dépit du changement ou avec le changement. Ça change énormément de choses. Alors je ne dis pas évidemment qu'il n'y a pas des gènes qui impulsent certaines régularités, mais ils ne le font que les impulser. Il n'y a pas de programme. La biologie d'aujourd'hui est en train de renoncer à la métaphore du programme. Rien dans la nature n'est programmé. Il y a des impulsions qui donnent des élans, mais on l'a vu à travers tous les exemples de ce matin, ces élans, dans leur réalisation, ils interagissent avec l'environnement, ils interagissent avec la culture, ils interagissent avec les interactions humaines au niveau psychologique et social. Donc, si nous acceptons d'abandonner cette métaphore du programme, eh bien, nous penserons beaucoup mieux les marges de manœuvre, la culture de l'impact, impact sur les humains et impact sur l'environnement, c'est-à-dire, en fait, bon, c'est l'environnement au sens le plus large. Voilà deux lancers de balles, donc un travail avec nos profs de philo et puis un travail sur nous-mêmes aussi, pour se débarrasser d'une culture de la division homme d'un côté, animal de l'autre, homme d'un côté, nature de l'autre, nature d'un côté, culture de l'autre, et puis d'autre part, nous débarrasser un petit peu de cette métaphore de la programmation. Alors, qui veut relever les balles que je lance? Allez-y, la parole vous est donnée. Elles sont hautes, les balles. Hein. C'est aussi dans la salle, d'ailleurs, hein, c'est pas que pour Oui, vous. oui, c'est ce que j'ai dit. Ça vous concerne aussi, vous. Je crois que juste pour démarrer, on l'a dit ce matin, et puis je pense que c'est un leitmotiv à cette réunion de 2 jours, ne séparons pas l'humain du système général global. On est parti ce matin avec Hubert de fabuleuses images de l'univers. Je crois qu'une des grandes découvertes qui a été faite à une époque, c'est de considérer que le vivant n'est pas fait d'atomes différents de ce qu'il y avait auparavant. Ça a été énorme, ça aussi, hein, quand Hubert parlait ce matin de ces grandes découvertes. D'abord, la nature et le vivant. Hein, les atomes, les molécules du vivant, et celles de l'humain ne sont absolument pas différentes des autres. Hein. Quand je raconte, moi, à tout le monde que mes poissons ont une glande thyroïde, on dit « Ah bon, les poissons ont une glande thyroïde ?» Oui. Et cette glande thyroïde, inventée il y a à peu près un peu moins de 700 millions d'années, un jour, elle va capter dans l'océan un atome d'iode, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et un jour, on fait la thyroxine, qui est une molécule essentielle dans tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure en matière de développement, en matière de croissance, de reproduction. Voilà, en fait, on est issu d'un tout. Je vous disais ce matin, votre sang, c'est le reflet de l'eau littorale quand la vie sort des océans et va donc s'engager sur les continents. Donc je pense que un des premiers axiomes de base qu'on a tous accepté pour changer, c'est que nous sommes inclus profondément dans un système et qu'on n'est pas singulier. Alors bien sûr, tout ce qui a été raconté sur le cerveau est fabuleux. L'autre jour, je racontais, j'étais avec des philosophes et on me disait droit à la vie des espèces. C'était au comité d'éthique. On me dit attention, monsieur le professeur, ça commence. Est-ce que la bactérie a un droit à la vie? C'est une très bonne question. Évidemment, on pense aux petits macaques, hein, on pense à ce qu'on a vu ce matin, et ça pose une question ici interne au collège, c'est quand démarre la conscience, hein? Avec Jean-Pierre Changeux, on en discute souvent. Est-ce qu'on doit séparer effectivement dans le concept d'animal, une huître effectivement d'un chien? Alors en plus, pour beaucoup de gens, on va séparer animaux domestiques et animaux dits sauvages. Alors ça, moi, vous imaginez que comme ça peut me plaire, hein, je ne sais pas tellement la différence. Et c'est vrai que si l'huître hurlait quand vous la gobez, à mon avis, vous en mangeriez beaucoup moins. Hein. Donc tout ça est très subjectif et beaucoup lié à des aspects qui sont de notre représentation que l'humain peut avoir de cette nature qui nous entoure. Si déjà on abandonne cette idée que nous sommes différents, et je suis entièrement d'accord avec Guillaume, hein, protéger la nature et l'environnement, d'ailleurs j'aime pas dire conserver, je ne suis pas pour la conservation de la nature. Conserver son potentiel d'évolution, oui, ça c'est vital. Comment sont nos écosystèmes aujourd'hui pour réagir à toutes les agressions en fait, qu'ils reçoivent, une grande partie imposée par les humains. Ça c'est intéressant. Donc ça veut dire que dès le moment où on a cette humilité que j'évoquais ce matin pour ne pas nous singulariser de façon particulière, hein, l'image de la Terre vue des satellites qui tournaient autour de Saturne, c'est intéressant. Donc déjà, si on arrive à admettre cette base-là, c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller plus loin. Et je termine simplement par un petit exemple. Récemment, on me disait l'humain est fabuleux, et avec Jean-François, on en parle souvent, on dit regardez Bolt. Hein.
Oh, Bolt, il court le 100 mètres en 9,58. Ouais. Et Michael Phelps, lui, il court le 100 mètres, il nage le 100 mètres, nage libre. Bah, quand vous regardez dans les performances animales, 41 km/h, c'est un chat. Voilà. En fait, le plus grand sprinter de tous les temps, il court pas plus vite qu'un chat. Alors des gens commencent à me dire, bah oui, mais tu comprends. Et quant à Phelps, ce type fabuleux avec des pectoraux d'enfer qui font rêver toutes les femmes, lui, 17 km/h, c'est une carpe. C'est un poisson super lent. Hein. C'est pas du tout, effectivement, un espadon. Donc, je pense. Alors, on me dit, bah, attention, tu n'as pas le droit de dire ça parce que l'humain, il sait nager et courir. Il y a un tas de bestioles qui savent nager et courir, même elles savent voler certaines en plus. Donc, je pense que dès le moment où on pense à cette immersion totale de l'être humain dans ses considérations générales, depuis les atomes originels qu'on révélait tout à l'heure, ça change un peu notre façon de voir. Alors après, effectivement, cette marge d'adaptation à laquelle on aspire pour pouvoir changer, hein, on revient à la question qu'on posait, il faut qu'on change, mais comment on va faire? Et je termine là-dessus. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a parlé d'adaptation sur génétique sur 10 000 ans ou sur beaucoup plus, et tout à l'heure, on parlait de fragments de millisecondes. Hein. Donc, c'est à tous les niveaux. Et je pense que c'est une base intéressante pour discuter. Oui, Gilles, tout à fait. J'allais justement rebondir là-dessus. Il y a un aspect de la matinée aussi, l'aspect d'échelle, hein, l'aspect des échelles. En octobre 2010, on était intervenu sur le concept d'adaptation en réservant à ce mot-là une compréhension d'une combinatoire fortuitement favorable à l'échelle d'une population, bien sûr. Hein. On ne confond pas l'acclimatation d'un individu et l'adaptation, qui est un phénomène populationnel. Mais pensez toujours qu'en réservant ce mot adaptation à une stabilisation populationnelle d'un variant, des populations, il y en a à toutes les échelles. Alors, j'étais très content de la deuxième moitié de la matinée parce qu'on voit bien qu'à l'intérieur d'un seul et même cerveau, vous avez une population immense de neurones qui, entre eux, ne sont pas identiques. Ça, c'est reconnu depuis seulement à peine 2 décennies. Hein. Vous savez qu'il y a de la transposition génétique massive dans les cellules souches, dans certaines zones du cerveau, qui fait que ces cellules ne sont pas toutes identiques et qu'il y a un phénomène de variation-sélection à l'échelle de la population des cellules du cerveau. Donc l'adaptation, pour le coup, là, elle est intrasomatique, elle est dans votre corps. L'évolution biologique, elle se produit dans votre corps. Alors ça, on ne le pensait pas il y a 30 ans. La biologie qu'on a tous apprise à l'école, c'était toutes les cellules qui émanent d'un œuf sont génétiquement identiques et elles réalisent ce qu'on appelle un programme. Eh bien, le programme était le cache-sexe qui cachait notre réticence à reconnaître le hasard. Le hasard à l'intérieur d'un corps somatique, le changement fortuit, pas nécessairement bénéfique à son porteur. L'adaptation, elle est bonne pour le cerveau comme elle est bonne pour les populations. Donc on a évidemment un phénomène, vous avez remarqué déjà dès ce matin, il y a des échelles, il y a différentes échelles auxquelles on peut penser des adaptations, échelle organique et échelle de temps, puisque échelle de temps, ce qu'a montré notamment Evelyne, c'est que depuis 200, on en discutait avec Bruno tout à l'heure, on se disait tiens, Evelyne nous dit que ça fait à peu près moins de 200 ans qu'on a changé notre régime alimentaire de manière drastique. Il est devenu industriel, ce régime alimentaire, ou encore plus récemment, avec une augmentation du taux de sucre. Eh bien, justement, il y a des échelles de temps qui nous questionnent vraiment, ça fait partie des paramètres. Le diabète de type 2 dont a parlé Evelyne résulterait d'une incapacité, justement, de nos systèmes en temps possible de réaction à nous adapter à nos environnements propres, en fait. C'est ça. Et donc là, on a un problème de temps, on va peut-être pas y arriver. En fait, c'est vrai que les échelles de temps sont très différentes. Et si plus on change vite un environnement, plus ça devient difficile de s'y adapter, du moins d'un point de vue biologique. Ou alors, on va vers un autre type d'adaptation qui s'appelle la plasticité. C'est-à-dire ce qu'on sélectionne, ça n'est plus un trait, un caractère, mais c'est la capacité de s'adapter. Et c'est ce qu'on voit dans la neuroscience qui est fascinante, c'est qu'en fait, ce qui a été sélectionné chez l'homme, c'est cette extraordinaire plasticité neuronale qui permet en fait de répondre très rapidement à des changements d'environnement, alors que la machinerie du reste du corps, ça lui prend pas mal plus de temps pour arriver à s'adapter.